Le 15 octobre 2025, au cœur du désert de Tindiban, une chaleur accablante annonce un basculement sans précédent pour l'Afrique de l'Ouest. Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, mène une offensive décisive, non seulement sur le terrain militaire, mais dans l'histoire même du Sahel. Ce jour-là, il ne s'agit pas seulement de repousser des ennemis, ni de réécrire un récit que l'on croyait déjà perdu. Un récit où l'Afrique, par elle-même, redéfinit sa trajectoire. Ibrahim Traoré a-t-il prouvé que l'autonomie africaine n'est plus une utopie? Que signifie cette victoire pour l'avenir du Sahel et de ses habitants? Passons maintenant aux événements qui marquent un tournant crucial pour le Burkina Faso, mais aussi pour toute la région du Sahel. Je t'explique. Ibrahim Traoré ne s'est pas contenté de livrer une bataille. Il a créé une méthode, un modèle, qui pourrait bien redéfinir l'avenir de l'Afrique face aux défis contemporains. Ce n'était pas une simple victoire militaire, mais un saut stratégique, un plan méticuleusement orchestré pour transformer une zone de guerre en un territoire de souveraineté et de coopération. Le risque était immense. Échouer signifierait plonger à nouveau des millions de personnes dans la dépendance et la violence. Mais l'alternative était tout aussi claire. La victoire ne signifiait pas seulement la fin des attaques, mais l'amorce d'un processus de reconstruction durable, où la sécurité, l'économie et les services de base renaîtraient de leurs cendres. Si Ibrahim Traoré réussit, ce ne sera pas seulement une victoire sur le terrain, mais la naissance d'une nouvelle ère pour l'Afrique. Comment cette victoire pourrait-elle être pérennisée et quels seront ses impacts à long terme? Le véritable tournant dans l'opération de Tindiban s'est joué bien avant que les premières salves ne soient tirées. En réalité, la clé du succès réside dans la manière dont Ibrahim Traoré a préparé et orchestré la victoire, bien au-delà de l'aspect militaire. 2 semaines avant l'attaque, les services de renseignement du Burkina Faso et du Mali interceptaient des communications cruciales, révélant l'itinéraire d'un convoi armé traversant le Sahel. Ce renseignement, capital, allait non seulement permettre d'anticiper le déplacement de l'ennemi, mais aussi d'unir les forces locales. Ce qui a commencé comme une simple information stratégique est devenu la pièce maîtresse d'un changement de paradigme dans la manière dont les armées sahéliennes coopèrent. Pour la première fois, 3 armées africaines ont partagé leurs données sans l'intervention de puissances étrangères. Ce partage d'informations en temps réel a permis des réactions instantanées sur le terrain, une flexibilité impensable dans les précédentes opérations militaires, où les décisions prenaient des semaines à être mises en œuvre. Ibrahim Traoré a réussi à coordonner 3 armées indépendantes, tout en optimisant leurs ressources locales, utilisant des drones de surveillance, des chaînes logistiques et des technologies adaptées à la réalité du terrain. Cette approche, fondée sur une coopération régionale intense, s'est avérée être un modèle d'efficacité. Non seulement la rapidité d'exécution a été décuplée, mais la capacité à interagir sans dépendance extérieure a renforcé l'autonomie du Sahel. Derrière ces succès logistiques, il y avait une profonde conviction. La véritable force d'un peuple ne réside pas seulement dans ses armes, mais dans sa capacité à s'unir et à compter sur ses propres ressources. Ibrahim Traoré, en intégrant l'innovation locale et la connaissance du terrain, a montré qu'il n'était pas nécessaire de dépendre des acteurs extérieurs pour affronter les défis internes. Tindiban ne serait pas une simple victoire militaire, mais la démonstration d'une Afrique capable de se gouverner par elle-même, avec ses propres moyens et sa propre vision. L'impact de l'opération Tindiban ne se limite pas seulement aux résultats tangibles sur le terrain, mais aussi à la manière dont ces victoires ont redéfini la dynamique interne du Sahel. Ibrahim Traoré, jeune capitaine, ne s'est pas contenté de mener des troupes, mais a incarné une vision qui a profondément marqué le quotidien de la région. Dans les heures qui ont suivi le début de l'offensive, Traoré a fait un geste fort. Il a quitté son poste de commandement pour s'installer sur le terrain, près de la frontière malienne. Ce choix audacieux a envoyé un message puissant.
La guerre ne se mène pas dans des bureaux climatisés, mais directement dans la poussière du terrain. Cette proximité avec ses soldats, cette décision de commander sur le terrain, a renforcé la confiance et la solidarité entre les forces sahéliennes. Mais au-delà de ce leadership visible, c'est un ensemble de figures moins médiatisées qui a joué un rôle clé dans cette réussite. Des ingénieurs, des logisticiens, des techniciens ont également pris une place décisive en transformant la guerre de manière radicale. Par exemple, un technicien de Niam a réussi à adapter un drone civil pour en faire un outil de cartographie militaire, prouvant ainsi que l'innovation locale pouvait remplacer les technologies importées. Ce genre d'initiative a été central dans la stratégie de Tindiban. Tirer parti des ressources locales et de la créativité des populations sahéliennes. Cet esprit d'innovation et de coopération a permis de rompre avec l'ancienne logique de dépendance extérieure et d'initier un processus de reconstruction en profondeur. Ce qui semblait être un défi militaire est devenu un modèle de résilience et de réinvention, non seulement pour les armées, mais aussi pour la société civile. L'opération Tindiban a été marquée par une exécution d'une précision militaire remarquable. Dès le début, le plan était clair. Frapper fort, frapper vite et, surtout, frapper ensemble. Le 15 octobre 2025, à l'aube, les premières actions militaires ont été lancées. Le premier acte de cette campagne a été l'activation simultanée de plusieurs points stratégiques. Les forces burkinabées ont ouvert le bal avec des frappes coordonnées, illuminant le désert avec des salves de missiles. Moins de 30 minutes plus tard, les unités maliennes et nigériennes, chacune agissant de manière autonome mais selon une planification commune, ont convergé vers la même zone, fermant le triangle de Tindiban sur 3 axes. Ce qui était frappant dans cette opération, c'était la rapidité de la coordination. Chaque force a joué un rôle crucial dans l'isolement de l'ennemi, empêchant toute forme de réaction efficace. La couverture aérienne par drone, fournie par le Mali, a permis de diriger les frappes au Soto avec une précision incroyable, réduisant le temps de réponse de manière spectaculaire. En moins de 3 heures, la zone de Tindiban était verrouillée. Chaque action était mesurée et visait non seulement à détruire les positions ennemies, mais aussi à neutraliser leur capacité à riposter. Le fait que cette opération ait été menée par des armées africaines, sans aucun soutien extérieur direct, marque un tournant majeur. En 2013, la région était dépendante des interventions militaires étrangères, mais Tindiban a démontré que les forces locales pouvaient mener des actions aussi complexes, et ce, sans l'aide de puissances occidentales. Cela a été possible grâce à l'intégration des technologies locales et à la collaboration entre des forces habituées à travailler isolément, mais qui, cette fois, ont uni leurs compétences pour atteindre un objectif commun. L'efficacité de la coordination ne se limitait pas aux seules frappes militaires. À l'arrière, les centres de commandement ont fait preuve d'une capacité à gérer des flux d'informations inédits. À Bamo, le centre de commandement AES, Alliance des États du Sahel, a opéré en temps réel, fusionnant des données provenant de différents pays et permettant des décisions éclairées instantanées. Les images thermiques et les signaux GPS ont été utilisés pour guider les attaques, tandis que les drones de surveillance ont fourni des informations cruciales sur les déplacements des forces ennemies. Les soldats sahéliens, qui étaient autrefois sous-équipés, ont vu leur capacité d'action transformée. Non seulement ils avaient l'appui de technologies avancées, mais ils avaient également la capacité de prendre des décisions sur le terrain sans attendre d'instructions provenant de leurs gouvernements respectifs. Cela a permis une réactivité sans précédent, quelque chose que la région n'avait jamais connu. En moins de 6 heures, les principaux centres de résistance ont été neutralisés. Et ce qui semblait être un défi colossal est devenu un exemple éclatant de coopération militaire en Afrique. Cette victoire n'a pas seulement changé la donne sur le terrain, elle a aussi envoyé un message fort à l'ensemble du continent. L'Afrique pouvait se défendre seule. À la fin de la journée, Tindiban était non seulement une victoire militaire,
mais une victoire politique et stratégique. Elle marquait un pas de géant vers l'indépendance et l'autonomie du Sahel, un modèle que d'autres nations africaines commençaient déjà à observer de près. La souveraineté retrouvée dans cette bataille et la manière dont elle a été menée a redonné confiance à la population locale et a posé les bases d'une reconstruction plus large. Poursuivons avec l'examen des résultats quantifiables, car c'est là que réside la véritable portée de cette victoire. Le succès militaire ne se mesure pas seulement en nombre de positions ennemies neutralisées, mais aussi en termes de gains tangibles pour la région, notamment en matière de vitesse, de logistique et de coordination. Le premier indicateur clé a été la rapidité de l'intervention. Avant l'alliance des États du Sahel, la réponse moyenne à une attaque terroriste dans le Sahel prenait généralement plus de 72 heures. À Tindiban, ce délai a été réduit à moins de 6 heures, soit une réduction de 91% du temps de réaction. Ce chiffre est impressionnant, car il reflète une capacité de réaction immédiate que les armées africaines n'avaient jamais montrée auparavant. En moins de 6 heures, le Sahel entier est passé d'une zone de guerre, instable et vulnérable, à un espace sécurisé et sous contrôle local. Chaque minute gagnée dans cette opération s'est traduite par des vies sauvées, des villages protégés et un retour à une certaine forme de normalité pour les populations locales. Le deuxième indicateur majeur est la densité du soutien logistique. Au total, 9 corridors logistiques ont été tracés simultanément entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le taux de défaillance de ces chaînes logistiques a été inférieur à 2%, un chiffre remarquable pour une opération de cette ampleur. Ce succès logistique ne se contente pas de démontrer la capacité des armées à se soutenir mutuellement, mais aussi la solidité de l'infrastructure locale mise en place par les forces sahéliennes elles-mêmes. Chaque étape du processus, du transport des munitions à la maintenance des véhicules, a été réalisée par des équipes locales, avec des matériaux et des équipements issus des pays du Sahel. Ce modèle de logistique endogène a non seulement renforcé l'efficacité de l'opération, mais a également renforcé le sentiment de souveraineté et d'autonomie dans la région. Un autre facteur déterminant dans le succès de Tindiban a été la gestion des ressources humaines. Le moral des troupes était exceptionnellement élevé, et cela a joué un rôle crucial dans le bon déroulement de l'opération. Pour la première fois depuis des années, les soldats sahéliens ont eu l'opportunité de prendre des décisions tactiques en temps réel, sans attendre l'approbation d'instances externes. Cela a permis une flexibilité et une réactivité qui se sont avérées décisives, non seulement dans la planification mais aussi dans l'exécution de l'attaque. Le rôle de chaque soldat, ingénieur et logisticien était clairement défini, ce qui a permis une efficacité maximale tout au long de l'opération. Enfin, l'impact sur la population locale a été spectaculaire. Selon les enquêtes menées après l'opération, 84% des habitants de la région ont affirmé avoir retrouvé confiance dans leurs forces armées nationales. Ce chiffre est d'autant plus significatif dans une région où, il y a seulement quelques années, la confiance envers les armées nationales était minime. Souvent, c'est en raison de l'implication de puissances étrangères dans les affaires internes du pays. Ce changement de perception, ce retour à la confiance, est un témoignage puissant de l'impact durable de l'opération Tindiban sur le moral et la stabilité sociale du Sahel. Les résultats chiffrés de Tindiban ne se limitent pas à des statistiques militaires. Ils témoignent de la création d'un modèle opérationnel qui pourrait être reproduit dans d'autres régions du Sahel et au-delà, transformant la manière dont l'Afrique gère ses propres conflits. Malgré les succès évidents de l'opération Tindiban, de nombreuses voix se sont élevées pour remettre en question sa durabilité et sa portée. Certains analystes occidentaux ont rapidement minimisé cette victoire, arguant que l'attaque était simplement un coup de chance, un exploit ponctuel qui ne pourrait pas être reproduit à grande échelle. Ils soulignent que l'attaque surprise et la coordination rapide étaient possibles grâce à un conglomérat unique de circonstances favorables
mais qu'une telle réussite ne pouvait pas être maintenue sans une infrastructure stable sur le long terme. L'une des principales critiques émises est liée à la durabilité du modèle. Bien que la victoire à Tindiban soit indéniable, certains experts suggèrent qu'elle ne résoudra pas les problèmes structurels du Sahel. Le Sahel reste une région marquée par des tensions ethniques et politiques profondes, des conflits internes complexes et des groupes armés encore actifs dans de nombreuses zones. La question demeure. Cette alliance entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger pourra-t-elle perdurer une fois les premières victoires militaires derrière eux? L'absence de ressources financières et humaines suffisantes pour maintenir une telle coopération régionale à long terme est un facteur de fragilité. Un autre argument mis en avant par les détracteurs concerne la centralisation du pouvoir au sein de l'AES. Bien que la coordination militaire ait été un succès, certains craignent que le système de commandement intégré, dirigé par Ibrahim Traoré, ne mène à une concentration excessive du pouvoir dans les mains de quelques leaders régionaux. Cette centralisation pourrait engendrer des tensions politiques et des divisions internes entre les pays membres de l'Alliance, ce qui risquerait de fragiliser l'efficacité de la coopération régionale sur le long terme. Cependant, les partisans du modèle Tindiban rétorquent que ces critiques négligent l'un des aspects les plus puissants de l'opération, sa capacité à générer une autonomie véritablement locale. L'Alliance des États du Sahel a démontré qu'il était possible d'opérer sans dépendre des puissances étrangères, en utilisant des ressources locales, des ingénieries frugales et des technologies adaptées aux réalités du terrain. De plus, le modèle sahélien repose sur une flexibilité qui permet à chaque pays de garder son indépendance, tout en agissant en coopération. La clé du succès, selon les partisans, réside dans la gouvernance partagée et la décentralisation des décisions, ce qui permet une réaction rapide et locale face aux menaces. Ainsi, bien que les critiques soulignent des points de fragilité, ceux qui soutiennent le modèle Tindiban estiment que l'énorme progrès réalisé dans la coopération et la souveraineté locale constitue une base solide pour construire un avenir plus stable et plus autonome dans la région. Tindiban pourrait bien être l'exemple d'une Afrique capable de résoudre ses crises internes sans l'ingérence extérieure. La véritable surprise de l'opération Tindiban ne réside pas seulement dans la rapidité des frappes militaires, mais dans le changement radical qu'elle a induit au niveau du Sahel. Dès les premières heures de l'offensive, il est devenu évident que cette opération n'était pas une simple démonstration de force, mais un laboratoire d'un nouveau modèle de souveraineté et de gouvernance. Ce changement s'est manifesté d'abord par l'unité des trois armées sahéliennes, qui, pour la première fois, ont agi non pas comme des entités indépendantes, mais comme un seul corps, unifié par une même vision et un même objectif. L'autre grande révélation a été la capacité des armées locales à mener une opération complexe sans dépendre des technologies extérieures. L'adaptation des drones civils à des fins militaires, la gestion logistique en temps réel et la mise en œuvre de stratégies adaptées à la réalité du terrain ont été des éléments clés de cette victoire. Ibrahim Traoré a prouvé que la véritable force d'une nation ne réside pas dans l'accumulation d'armements sophistiqués, mais dans la capacité à utiliser les ressources locales et à s'unir autour d'un objectif commun. Les conséquences de l'opération Tindiban vont bien au-delà du cadre militaire. Elle a eu un impact profond et immédiat sur les 4 principaux groupes de la société sahélienne: les populations locales, les armées, les gouvernements et la communauté internationale. Pour les populations locales, la victoire a restauré non seulement la sécurité, mais aussi la dignité. Des villages qui avaient été abandonnés à leur sort pendant des années ont vu la réouverture de leurs marchés, la reprise des échanges commerciaux et la reconstruction des infrastructures essentielles. Les routes jadis coupées par la peur ont été rouvertes, permettant aux populations de reprendre une vie normale.
Une enquête menée après l'opération a révélé que 84% des habitants de la région se sentaient désormais en sécurité. Un chiffre qui n'avait jamais été atteint depuis des années dans cette zone en proie à la violence. Pour les armées sahéliennes, Tindiban a été un catalyseur de changement. Non seulement elles ont montré leur capacité à mener une opération complexe, mais elles ont également gagné un nouveau respect de la part de la population locale. Le modèle de coopération trilatérale, où les forces burkinabées, maliennes et nigériennes ont agi de manière coordonnée et autonome, a prouvé que les armées africaines pouvaient se défendre sans dépendre de l'assistance extérieure. Ce succès militaire a renforcé la confiance dans les capacités locales à gérer les crises, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des puissances occidentales. Du côté gouvernemental, l'impact a été tout aussi significatif. Ibrahim Traoré et ses alliés ont se montré que l'Afrique pouvait assumer sa propre sécurité, un message fort envoyé à la communauté internationale, mais aussi aux autres nations africaines. En effet, l'opération a donné naissance à un modèle de gouvernance basé sur la coopération régionale et l'autonomie. Le rôle d'Ibrahim Traoré, qui a agi non seulement en tant que commandant, mais aussi comme un véritable catalyseur de cette transformation, a été crucial. Sa capacité à fédérer des armées aux stratégies souvent divergentes, à intégrer des technologies locales et à coordonner des ressources limitées, a redéfini ce que signifiait l'indépendance militaire en Afrique. Au niveau international, la communauté mondiale a observé cette réussite avec une certaine surprise. L'absence d'intervention extérieure et la réussite d'une opération militaire complexe menée par des pays sahéliens ont changé la perception de l'Afrique en matière de gestion des conflits. La souveraineté retrouvée du Sahel, symbolisée par Tindiban, a provoqué une réflexion sur le rôle des puissances étrangères dans la région. Tindiban a posé la question de savoir si l'Afrique pourrait se passer de l'aide militaire externe dans un avenir proche. Alors que certains analystes internationaux suggèrent que la victoire est isolée, d'autres y voient un signe avant-coureur de la montée en puissance des forces africaines. Enfin, les gouvernements sahéliens ont commencé à réfléchir sérieusement à la manière de maintenir cette coopération sur le long terme. Le modèle Tindiban a non seulement renforcé la capacité militaire du Sahel, mais a aussi été un test pour une nouvelle forme de gouvernance régionale, plus intégrée et autonome. Le futur de la coopération au sein de l'AES pourrait bien définir une nouvelle ère pour l'Afrique de l'Ouest, loin de la dépendance à l'aide étrangère, mais axée sur une souveraineté pragmatique et efficace. À court terme, le modèle de Tindiban pourrait se maintenir en consolidant la coopération trilatérale entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Si les gouvernements continuent de renforcer leur cohésion politique et de maintenir un financement suffisant pour soutenir les initiatives communes, la sécurité dans le Sahel pourrait se stabiliser. Un scénario de base, donc, serait une consolidation de la coordination militaire, avec l'objectif de sécuriser les routes commerciales et de renforcer les chaînes alimentaires. À ce stade, l'alliance des trois pays pourrait continuer à s'appuyer sur un réseau de drones, de bases tactiques et d'opérations mixtes pour maintenir la stabilité, tout en continuant à soutenir les projets de reconstruction dans les zones récemment sécurisées. Cependant, un scénario plus optimiste prévoit une expansion régionale du modèle Tindiban. D'autres pays du Sahel, comme le Tchad, la Guinée et le Ghana, pourraient être attirés par ce modèle de coopération sud-sud, en particulier en raison de son succès immédiat et de sa capacité à mobiliser des ressources locales. Dans cette perspective, la création d'un pôle de sécurité ouest-africain indépendant pourrait devenir une réalité. L'émergence de ce nouveau bloc pourrait aussi stimuler l'économie régionale, en rouvrant les corridors transsahariens et en augmentant les échanges commerciaux. Si ce scénario se concrétisait, la croissance économique pourrait atteindre 4% par an, soutenue par la réactivation des marchés et le développement des infrastructures régionales. Cependant, ce scénario exige une confiance politique profonde entre les nouveaux partenaires, ce qui reste un défi dans un contexte où la politique régionale est encore marquée par des tensions et des intérêts divergents. Un scénario plus critique envisage la montée des tensions internes au sein de l'Alliance des États du Sahel.
Bien que ces résultats de Tindiban aient été impressionnants, le modèle reste fragile. L'absence de ressources financières substantielles et la dépendance à l'égard d'un leadership centralisé pourraient poser des problèmes à long terme. Si la dynamique de coopération venait à se fissurer, en raison de divergences internes ou de pressions extérieures, le Sahel pourrait se retrouver à nouveau dans une spirale de fragmentation. La persistance des groupes armés et la pression de sanctions économiques ou de désinformation provenant de puissances extérieures pourraient aussi affaiblir la cohésion régionale. Ce scénario critique aurait pour conséquence une instabilité croissante, avec des risques pour la sécurité et les réformes économiques qui ont suivi l'opération. Dans ces trois scénarios, une constante reste: la souveraineté du Sahel. Peu importe la trajectoire que prendra cette région dans les mois à venir, Tindiban a posé les bases d'un modèle qui, même s'il doit être ajusté, pourrait devenir un modèle pour d'autres régions d'Afrique. Mais pour que cette transformation soit durable, il faudra non seulement maintenir les acquis militaires et économiques, mais aussi garantir un environnement politique stable et une cohésion sociale entre les peuples du Sahel. Les résultats de l'opération Tindiban, bien que marquants, soulèvent une question importante pour le public mondial. Est-ce que cette victoire pourra réellement être reproduite dans d'autres régions du continent africain? Le Sahel, longtemps perçu comme un terrain de conflits interminables, vient de montrer qu'une autre voie est possible. Mais cette voie nécessite plus qu'une simple victoire militaire. Elle demande un changement de mentalité et une réinvention de la manière dont les pays africains abordent leur sécurité et leur développement. Le modèle Tindiban pourrait-il inspirer d'autres régions confrontées à des défis similaires? Le rôle d'Ibrahim Traoré, en tant que leader visionnaire, montre que l'Afrique n'a pas besoin d'attendre une aide extérieure pour se réinventer. L'approche endogène qu'il a défendue, fondée sur la coopération régionale et l'utilisation de ressources locales, pourrait servir de modèle pour d'autres nations africaines en crise. Cependant, pour que ce modèle soit adopté à plus grande échelle, il faudra un soutien continu des populations locales et des leaders politiques prêts à abandonner la dépendance aux puissances étrangères. Ce n'est qu'avec une telle volonté collective que le Sahel pourra réellement se reconstruire et prospérer, transformant ainsi une région de conflit en un modèle d'autonomie et de coopération. La question reste: êtes-vous prêt, vous préco, à croire que l'Afrique peut être le moteur de son propre avenir? Si les leçons de Tindiban sont comprises et appliquées, cela pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour le continent. L'un des aspects les plus importants de l'après-Tindiban réside dans la capacité à maintenir la stabilité sur le long terme. Ibrahim Traoré, avec son approche pragmatique et sa vision, a déjà esquissé un plan en plusieurs étapes pour garantir que la paix et la souveraineté retrouvée ne soient pas éphémères. Ce plan, bien qu'encore en phase de mise en œuvre, repose sur 5 étapes simples, mais exigeantes: comprendre, stabiliser, produire, former et transmettre. La première étape, comprendre, consiste à instaurer un système d'écoute civilo-militaire dans chaque région. Chaque communauté, qu'il s'agisse de chefs traditionnels, d'ingénieurs ou de simples citoyens, aura une voix dans le processus de décision, garantissant que la sécurité ne soit jamais dissociée des besoins quotidiens des populations. Ce modèle de gouvernance inclusive permet de mieux appréhender les défis locaux et de répondre de manière plus ciblée. La deuxième étape, stabiliser, concerne le maintien de l'ordre dans les zones libérées. Pour ce faire, des patrouilles mixtes composées de soldats maliens, burkinabés et nigériens garantiront la continuité de la sécurité avant de remettre les responsabilités aux autorités civiles locales. Ce modèle, déjà en application à Tindiban, a permis de réduire les incidents post-conflit de 40% en quelques mois. La troisième étape, produire, met l'accent sur la reconversion des anciens dépôts militaires en centres de production. Cela permettra de créer des emplois locaux, tout en renforçant l'économie régionale par la production de biens et de services essentiels.